Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur RTI 1 pour ce point de l'actualité. Les sénateurs membres du RHDP ont été reçus ce lundi par le président Alassane Ouattara. Il a été question des dernières évolutions liées au fonctionnement de la deuxième chambre du Parlement. Nous aurons également un début de journal à les différentes rencontres du chef de l'État ce lundi. Des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont réunis à Abidjan dans le cadre d'une concertation régionale sur l'état d'avancement des feuilles de route pour l'élimination de la faim et de la malnutrition. Il s'agit d'affiner les différentes stratégies de la lutte déployées respectivement dans ces pays. La performance du portefeuille de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire a été jugée satisfaisante. C'est l'information principale qui ressort de la revue annuelle de l'institution de Bretton Woods de son portefeuille de projets financés ou cofinancés en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous. Les éléphants de Côte d'Ivoire remportent 3 points pour une entrée en lice réussie à la CAN. Un but à 0 face à l'Afrique du Sud au Caire cet après-midi. L'unique but de la rencontre est à l'actif de Jonathan Kodja. Et prochain match de la sélection ivoirienne ce vendredi 28 juin contre le Maroc. Le président Alassane Ouattara a reçu ce lundi, en fin d'après-midi, les sénateurs membres du RHDP. À l'ordre du jour, les dernières évolutions liées au fonctionnement de la deuxième chambre du Parlement et aussi la mise en place prochaine des organes du Sénat. Il s'agit notamment du bureau et des différentes commissions censées animer l'institution. Mama Traoré et Abiba Dombele Sawe. C'est par un standing ovation en l'honneur du chef de l'État que cette rencontre a démarré. Les sénateurs tenaient ainsi à marquer leur reconnaissance au président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP pour avoir nommé la plupart d'entre eux dans le conseil politique et le conseil national du RHDP. Tout en exprimant la fierté des sénateurs à se mettre à la disposition de leur formation politique, le président du Sénat a annoncé au chef de l'État les dernières évolutions liées à la vie de la deuxième chambre du Parlement. Nous sommes heureux de vous présenter les dernières évolutions enregistrées au sein de notre institution, avec notamment la mise en place des groupes parlementaires et la formation du bureau du Sénat. S'agissant des groupes parlementaires, 2 groupes parlementaires se sont constitués, à savoir le groupe parlementaire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, avec 78 membres, dont 4 apparentés, c'est-à-dire qui sont RHDP, ils voteront pour le RHDP. Le groupe parlementaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDC-RDA, avec 17 membres. En ce qui concerne le bureau du Sénat, conformément aux règles et principes parlementaires, nous avons pu aboutir, grâce à la bonne implication de tous, aux résultats suivants. Le bureau du Sénat, il comprend 17 membres, dont un président, 6 vice-présidents, 2 questeurs et 8 secrétaires. Les sénateurs se réuniront le jeudi 27 juin prochain à Yamoussoukro pour entériner la mise en place des différents organes de l'institution. Une fois cette étape franchie, le Sénat pourra désormais statuer sur les textes de loi et exercer ainsi la navette parlementaire avec l'Assemblée nationale. Je me réjouis que le Sénat puisse être pleinement opérationnel à partir du 27 juin prochain, après l'adoption en séance publique des organes de votre institution. Le bicamérisme est quelque chose d'important dans la plupart des pays démocratiques aujourd'hui. Et les règles de coopération entre l'Assemblée nationale et le Sénat doivent être établies de manière à éviter un allongement des procédures parlementaires et des conflits de compétences entre les 2 institutions. Et je sais pouvoir compter sur le président du Sénat, Jeannot Ahoussou, un homme d'expérience, aussi bien dans l'exécutif que dans le Parlement et dans les régions, pour que nous puissions faire avancer les choses au rythme voulu. Le président Alassane Ouattara a également profité de cette rencontre avec les sénateurs pour commenter l'actualité politique nationale. Si dans la nouvelle constitution,
nous avons tenu à être très précis sur la date des élections, sur la date de l'investiture. C'est parce que nous ne voulons pas que les problèmes vécus par le passé puissent se reproduire. Donc je vous donne l'assurance que les élections présidentielles de 2020 auront bien lieu samedi 28 octobre 2020 et rien ne pourra s'opposer à cela. Et je peux aussi vous donner l'assurance que cela se ferait dans la paix. Je demande que les gens arrêtent de se faire peur. Pour terminer, le chef de l'État a rassuré les sénateurs de son soutien constant avant de les inviter à mettre leur expérience au service du contrôle de l'action gouvernementale afin de renforcer la bonne gouvernance et l'état de droit en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a également échangé aujourd'hui avec le coordonnateur du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire et avec le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Deux personnalités en fin de mission sur le sol ivoirien. Awa Touré. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Pierre Laporte, a remercié le président de la République Alassane Ouattara pour tout son soutien pendant ces 3 ans et demi de présence dans notre pays et profité de l'occasion pour évoquer avec lui le point sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire et la Banque mondiale qui ont fait de réels progrès dans la promotion du capital humain et au niveau de la santé. Quand j'étais venu, la Côte d'Ivoire avait un portefeuille avec la Banque mondiale à environ 600 millions de dollars. Aujourd'hui, on a passé à 2,6 milliards de dollars. C'est une augmentation de presque 4 à 5 fois. Et au-delà de ça, on a aussi passé à des projets beaucoup plus structurants, projets d'envergure. En moyenne, on avait des projets de 30 à 50 millions de dollars, mais aujourd'hui, les projets en Côte d'Ivoire varient entre 100 à 300 millions de dollars. On a intervenu au plan infrastructure avec des projets importants, tels que le projet Grand Abidjan, le projet compétitivité des villes secondaires, San Pedro, Boaké. Le coordonnateur du système des Nations Unies, Babacar Cissé, a pour sa part fait avec le chef de l'État un large tour d'horizon de son parcours depuis son arrivée en Côte d'Ivoire en 2013 dans le cadre de l'opération des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, ONUCI, ensuite comme représentant résident du PNUD, coordonnateur du système des Nations Unies. Toutes choses qui l'ont amené, selon lui, à travailler avec le gouvernement ivoirien sur plusieurs chantiers majeurs, dont celui de la gestion de la fin de la mission de l'ONUCI, une mission qui, à son avis, a été un véritable succès et qui sert aujourd'hui de modèle en la matière. Je ne pars plus que satisfait parce que je crois que les acquis de ce pays, auxquels nous avons contribué, on a été là à côté du gouvernement, bien sûr, pour accompagner, en tout cas, les autorités, notamment dans le cadre de la préparation du PND 2016-2020, mais également dans le cadre de sa mise en œuvre. Satisfait parce que tout simplement le système des Nations Unies a pu donc s'aligner sur les priorités du gouvernement et accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ces priorités. Donc ça a été quelque chose de remarquable en fait, en termes d'accompagnement, en termes de partenariat. Et les acquis sont là. Je pense que sur tous les plans, nous sommes satisfaits des résultats atteints. Bien sûr, il y a encore des défis, mais bon, comme dans tous les pays du monde. Il s'agit maintenant de poursuivre ces efforts. Le coordonnateur du système des Nations Unies a par ailleurs invité les autorités ivoiriennes à poursuivre les réformes courageuses engagées et dont l'impact, selon lui, se fera sentir bientôt sur le développement de la Côte d'Ivoire. On parle maintenant de lutte contre la faim. Des représentants de pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont réunis à Abidjan pour une concertation régionale. Il est essentiellement question d'affiner les différentes stratégies de la lutte qui a été déployée respectivement dans ces différents pays. La rencontre a été ouverte par le vice-président ivoirien, Fija Neima. Lancé officiellement le 25 mars 2019 ici à Abidjan, le Centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition tient sa première grande rencontre régionale, c'est lundi 24 et mardi 25 juin. Il s'agit d'une concertation qui réunit 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour évaluer l'état d'exécution de leurs différentes feuilles de route concernant l'élimination de la faim et la malnutrition dans leurs pays respectifs et définir l'accompagnement que peut leur apporter le Centre d'excellence. Facilitateur du processus Faim Zéro pour le Mali, l'ancien président par intérim Dioncounda Traoré s'est déclaré optimiste.
Et cette victoire sur la faim ne relève pas de l'utopie, elle est de l'ordre du faisable. Elle est réalisable parce que nous constatons que chaque fois que la volonté politique a été affichée et la stratégie subséquente mise en œuvre, nous avons pu effectuer des pas décisifs vers l'atteinte de nos objectifs, qu'il s'agisse de faire reculer l'analphabétisme, lutter contre la maladie ou d'intensifier et de diversifier la production. Si le fléau touche l'ensemble des pays de la région ouest africaine, les intervenants ont tout de même salué des avancées en matière de lutte en Côte d'Ivoire. En ce moment, l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire discute pour adoption un code forestier novateur, présenté bien sûr par le gouvernement ivoirien. Le texte allie mesures de restauration, reboisement, sanctuarisation et rentabilité économique. L'Union africaine perçoit la réponse concrète à cette lecture pluridimensionnelle des enjeux de la faim et de la malnutrition sur le continent africain. Le tout nouveau directeur du CERFAM, Issa Sanogo, s'est réjoui de la forte mobilisation de cette première rencontre organisée par le Centre d'Excellence. Signataire de l'accord de partenariat qui a créé le Centre d'Excellence régional, le Programme alimentaire mondial, le PAM, et le gouvernement ivoirien, représenté par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, ont tous deux réaffirmé leur respect de leurs engagements. Le vice-président de la République a souligné l'implication personnelle du président de la République Alassane Ouattara dans la création du centre. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait de la lutte contre la faim et la malnutrition une priorité de son agenda national, mais aussi régional et continental, car champion de l'agenda 2063 de l'Union africaine et dans sa volonté d'impulser une dynamique forte sous-régionale contre la faim et la malnutrition, il a engagé le gouvernement ivoirien à mettre à la disposition de la région, en collaboration avec le PAM, donc le CERFAM, qui est le Centre d'Excellence régional contre la faim et la malnutrition. Le CERFAM a pour objectif de fédérer toutes nos énergies et n'être autre que le centre de l'unité, celui donc du partage dans cette lutte pour éradiquer à jamais ces fléaux. Les travaux de cette rencontre sur 2 jours vont se dérouler en 6 sessions, marquées par de nombreux échanges. La Banque mondiale, elle, a procédé ce lundi à la revue annuelle de son portefeuille de projets financés ou cofinancés en Côte d'Ivoire. Et bon point pour le pays, il en ressort que la performance de ce portefeuille de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est satisfaisante. Un reportage de Cheikh Koné. Les chiffres sont révélateurs. 1300 milliards de francs CFA, une enveloppe investie en Côte d'Ivoire par la Banque mondiale en 2019 pour 28 projets, contre 18 projets financés en 2016 pour un peu plus de 335 milliards de francs CFA, soit une hausse de 400%. Cette 7e revue annuelle des projets et programmes financés ou cofinancés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est la parfaite illustration des bonnes relations que la Côte d'Ivoire entretient avec l'institution mondiale. La Côte d'Ivoire a réussi l'exploit de mobiliser auprès de la Banque mondiale des ressources bien au-delà de ce que nous avions anticipé dans le cadre de partenariat pays et ce qui est de l'IDA. Avant son départ de la Côte d'Ivoire à fin juin 2019, le directeur des opérations de la Banque mondiale s'est dit satisfait des performances enregistrées par le pays. Au nombre de celles-ci, la progression de la Côte d'Ivoire dans le dernier classement de l'indicateur CPI, un indicateur pour l'évaluation des politiques et institutions nationales dont le score est passé de 3,4 à 3,5 points. La Côte d'Ivoire a fait des progrès et elle continue ses efforts en vue d'une plus grande performance de son portefeuille. Pour cela, des défis importants demeurent. Nous devons nous pencher sérieusement sur la qualité de la préparation des projets afin que l'entrée de nouveaux projets qui constituent des ressources additionnelles ne soit plus un facteur de ralentissement. Cette revue annuelle a été l'occasion pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de revenir sur l'accompagnement de la Banque mondiale dans le financement des projets, mais surtout sur la question du taux de décaissement. L'observation de l'indicateur clé de performance dans la mise en œuvre des projets financés par la Banque mondiale, qui est le taux de décaissement, montre que nous devons rester vigilants
pour maintenir notre dynamique de performance. Le taux de décaissement global du portefeuille se situe aux environs de 15% à la date du 20 juin 2019, à peu près au même niveau qu'en 2018, mais contre 35,8% en 2017. Amadou Gon, tout en formulant ses attentes, a rassuré les partenaires financiers et techniques sur les dispositions à prendre dans la préparation des projets. L'une de nos attentes relativement à cette revue est de conduire une réflexion avec la banque sur le mode de préparation des grands projets structurants en vue d'atteindre le niveau de maturité le plus avancé possible avant le passage au conseil d'administration. La revue annuelle constitue un cadre privilégié permettant au gouvernement et la Banque mondiale de passer en revue les performances des projets et programmes et surtout d'identifier les contraintes afin d'y remédier. Direction le pays de la Teranga, la capitale sénégalaise a accueilli un panel de haut niveau sur l'autonomisation des femmes et le capital humain. Le professeur Mariatou Kone, présidente du comité régional de pilotage du projet SWID, a dirigé les travaux. 6 pays d'Afrique de l'Ouest sont concernés par ce renforcement de haut niveau d'autonomisation des adolescentes et des femmes. Godefroy Okambawa. Présidente du comité régional de pilotage du projet Suède, la ministre Mariatou Kone a présidé à Dakar un panel portant sur le thème investi dans l'autonomisation des femmes et le capital humain en tant que stratégie de développement pour la croissance. Panel au cours duquel plusieurs pays ont manifesté leur volonté d'intégrer le projet Suède, une initiative qui réunit 7 pays dont la Côte d'Ivoire pour l'autonomisation des femmes et la capture du dividende démographique. Le projet SWED aide considérablement à la réduction de la pauvreté à travers des actions en faveur des femmes et des jeunes filles. Parce qu'on estime que si on arrive à juguler l'indice de fécondité, alors on peut réduire le taux de pauvreté, ce qui explique la multitude d'actions qui sont menées en matière d'éducation, en matière de santé sexuelle, en matière de santé de la reproduction, en matière de maintien des filles à l'école, dans l'ensemble des pays. En marge du panel et du premier sommet africain sur les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants, la ministre Mariatou Kone a eu plusieurs échanges avec la cellule genre de la CEDEAO et de l'UNFPA. On a mis l'accent sur l'autonomisation des femmes du Sahel et aussi la dividende démographique. Et Madame la Présidente, elle a montré beaucoup de leadership lorsqu'il s'agit de travailler sur ces sujets et aussi de mettre en œuvre les programmes. Nous avons rencontré ce matin le professeur Mariatou Kone pour voir éventuellement quelle serait la contribution de la CEDEAO dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme si cher à la communauté ouest-africaine. Le directeur exécutif adjoint de l'UNFPA a également sollicité le leadership de la Côte d'Ivoire et de la ministre à la conférence internationale sur la population et le développement qui va se tenir en novembre prochain au Kenya. Ici en Côte d'Ivoire, 15 jeunes entrepreneurs bénéficient d'un appui financier du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Outre ces 15 millions de francs CFA qu'ils reçoivent, ces jeunes vont représenter la Côte d'Ivoire aux États-Unis lors du programme Young African Leaders, projet initié en 2010 par l'ex-président américain Barack Obama afin de soutenir les jeunes leaders africains. Astou Touré. Ils représenteront la Côte d'Ivoire aux États-Unis dans le cadre du projet Young African Leaders, une action du gouvernement américain dont l'objectif est de développer le leadership en Afrique. Il s'agit pour le gouvernement américain d'identifier des jeunes à haut potentiel et de permettre à ce que ces jeunes-là soient formés à l'école américaine, dans des universités américaines et puissent participer à des sessions de networking et de développement. Ces jeunes sont porteurs de projets qu'ils vont aller aux États-Unis maturer, aussi pouvoir avoir de meilleures idées à importer dans leur pays et venir développer l'Afrique pour créer une chaîne de leaders. Au nombre de 15, ces jeunes Ivoiriens ont bénéficié d'un chèque de 15 millions de francs CFA des mains du ministre Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Il les a exhortés à travailler davantage afin de hisser haut le drapeau ivoirien sur le sol américain. Pour le porte-parole des bénéficiaires, ce projet est important pour la Côte d'Ivoire car il va générer de l'emploi.
Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une phase de dynamisme et l'avenir de ce pays repose sur la jeunesse. Aujourd'hui, ces jeunes que nous sommes, nous irons aux États-Unis, nous irons apprendre de l'école américaine, mais nous viendrons avec nos projets pour les réaliser en Côte d'Ivoire. Cela va susciter de l'emploi, cela va susciter aussi des opportunités nouvelles pour chacun des jeunes qui sont dans notre pays. Pendant 2 mois, ces Ivoiriens seront formés dans les grandes écoles américaines et vont participer à des sessions de makeworking et de développement. En France, une semaine a été consacrée au cacao ivoirien à l'île Saint-Denis. Et en plus des expositions, les Amis de San Pedro, initiateurs de cette semaine du cacao, ont offert dans des écoles sur place des classes de cacao. Franck Quadio. Une journée studieuse dans cette salle de la mairie de l'île Saint-Denis, en région parisienne. Jessica et ses amis, la plupart non-ivoiriens, sont prêts pour ce cours sur le cacao de Côte d'Ivoire. Ce que je veux savoir, c'est comment en fait, le cacao est fabriqué. J'aimerais que ça m'apprenne un peu plus de trucs sur le cacao. Les différentes étapes de ce cours particulier, projection du film institutionnel, questions-réponses, quiz et culture générale sur le cacao. Une fève que vous mangez, vous sentez déjà qu'il y a un petit goût de chocolat. L'initiative est de cet homme, Désiré Begré. Enseignant lui-même, il a réussi à convaincre certaines grandes écoles et des lycées et collèges de la pertinence de son projet. Valoriser le cacao, une matière première beaucoup consommée mais peu connue sur le continent européen. C'est très important, le Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de cacao. Donc il serait intéressant de revaloriser le produit de nos cacaoculteurs. Dans ce sens que la Côte d'Ivoire essaie aujourd'hui de transformer une infime partie de sa masse de chocolat. Donc moi qui suis à l'Occident, qui fait la promotion dans les écoles, qui fait des séminaires dans les grandes écoles de commerce, donc mon public me réclame le chocolat de Côte d'Ivoire. Et l'expérience plaît. L'étape la plus intéressante, c'est la fermentation. Aujourd'hui, on a vu que la Côte d'Ivoire est un grand pays de production de cacao. Si Désiré Begré sillonne depuis plusieurs mois les écoles de Paris pour parler de cacao, c'est grâce à l'appui de la mairie de l'île Saint-Denis qui, dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée avec San Pedro, ville productrice de cacao, soutient l'initiative et avec elle, le conseil Café Cacao qui a dépêché à Paris son directeur général adjoint. Il faut pouvoir faire ça même à nos enfants. Déjà, la bande dessinée qui a été édité. Je crois qu'il faut pouvoir montrer ça à tous les enfants en Côte d'Ivoire. Vulgarisé par l'apprentissage le cacao, mais aussi par le biais de l'art, la construction d'un musée dédié au cacao de Côte d'Ivoire est envisagée dans la capitale française. Journée de l'excellence à Boisflé, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Au groupe scolaire de Koudougou, les meilleurs ont été célébrés. Ils ont été invités par leur parrain, Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, à la quête perpétuelle de l'excellence. Kader Sagodogo. La communauté éducative rentre bientôt dans la période des grandes vacances. Restent les examens à grand tirage. D'ici là, pour ceux des classes intermédiaires, livres, cahiers et bics sont en train d'être rangés. À Boisflé, le groupe scolaire de Koudougou célèbre l'excellence. Une célébration pour mettre l'école au cœur du développement de ce village. Les enseignants ont entre leurs mains, dans les modestes bâtiments de l'établissement Koudougou, le futur de Koudougou. Nous avons donc le devoir de réussir notre mission d'éducation et de socialisation des apprenants si nous voulons construire une société émergente. Pour cette première édition, ils sont 47 écoliers primés sur un effectif total de 451. Un enseignant, le meilleur de l'année scolaire 2018-2019, a lui aussi été primé. Après l'effort, la récompense rime bien avec joie, honneur et fierté. Je me sens heureux parce que j'ai bien travaillé en classe. Parrain de cette première édition de la journée de l'excellence à Koudougou, Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, a invité la communauté éducative de Koudougou à faire de l'excellence une priorité. Chers enfants, par le travail et seulement le travail, le respect des anciens, le respect de vos enseignants, vous allez devenir grands. Travaillez et vous allez réussir.
6 salles de classe, une cantine scolaire, des latrines sont les besoins de ce groupe scolaire. D'ici là, les yeux ont pris du plaisir à visiter une danse morée, le Liwaga. Coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Mali, réchauffement de l'axe Yamoussoukro-Bamako. Des experts des deux pays travaillent à mettre sur pied des journées culturelles ivoiro-maliennes. La culture étant utilisée comme moyen de lutte contre le terrorisme. Isaïo. Renforcer les liens culturels entre Yamoussoukro et Bamako. Combattre le terrorisme par la culture. Une délégation malienne conduite par son ministre de la Culture est à Abidjan pour s'imprégner et s'inspirer de l'expérience ivoirienne en matière de développement culturel. Des échanges ont donc eu lieu entre des experts culturels ivoiriens et maliens au plateau. Objectif, établir des programmes culturels communs. Avec mon frère Bandama, nous avons convenu de donner une nouvelle dynamique, un nouveau souffle à cette coopération culturelle. Parce que convaincus que plus que jamais, aujourd'hui, nous avons besoin de nous donner la main pour la paix, pour bouter cette barbarie dont nous sommes malheureusement victimes au Mali. Le Mali est en proie, en effet, à des attaques terroristes depuis plusieurs années. Des attaques qui ont mis en mal la cohésion sociale. La ministre malienne de la Culture veut s'inspirer de l'expérience de la sortie de crise en Côte d'Ivoire pour ressouder le tissu social. La Côte d'Ivoire a connu une crise que nous avons tous vécue avec elle en 2011. Et nous avons vu la réponse de la culture à cette crise. C'est l'occasion pour moi de féliciter le monde de la culture de Côte d'Ivoire pour cette capacité, cet exemple de résilience. Et nous sommes venus justement nous inspirer de ce cas de réussite. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a saisi cette opportunité pour lancer un appel au rassemblement à ses homologues de la sous-région. Nous sommes tous visés et la Côte d'Ivoire n'a pas échappé aux attentats il y a quelques années. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont concernés par les attaques terroristes. Donc, il s'agit pour nous, hommes de culture, de nous mobiliser parce que nos voix portent. La voix de nos artistes porte. Il s'agit pour nous de mobiliser toutes ces intelligences-là pour que nous voyions le danger. Au sortir des travaux, plusieurs activités seront mises en place, dont l'institution des journées ivoiro-maliennes qui se tiendront chaque année de façon rotative dans un des deux pays. Le système judiciaire ivoirien se prépare pour d'éventuels procès dans le cadre de la criminalité maritime. À l'initiative du secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et avec l'appui financier et technique des États-Unis et de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la Côte d'Ivoire a abrité un procès fictif. C'est un jeu de rôle qui entre dans un vaste programme mondial contre la criminalité maritime. Moussa Konaté. John Nashville est le cerveau de l'attaque du navire Delta Eagle au large de Jacquesville. Il est poursuivi pour des faits d'association de malfaiteurs, vol à main armée, détention illégale d'armes et piraterie maritime. Pour tous ces crimes, John Nashville est condamné à la prison à vie. Ceci est une mise en scène, un procès fictif pour présenter l'arsenal juridique ivoirien dans le cadre de la criminalité maritime. C'est un procès qui sert d'entraînement pour nos magistrats et nos procureurs. Nous avons la possibilité d'arraisonner des bateaux, d'arrêter des criminels, mais la plupart du temps, nous nous trouvons confrontés à une situation où notre arsenal juridique est insuffisant pour porter certaines condamnations. Donc le but de ce type d'exercice, c'est vraiment de renforcer les capacités de nos magistrats et procureurs de manière à ce qu'ils se familiarisent avec le processus de criminalité maritime. La criminalité maritime constitue une réelle menace pour la navigation et le commerce international. Depuis 2017, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi portant code maritime qui définit et criminalise la piraterie en mer. Nous nous sommes dotés d'un arsenal juridique qui peut être considéré comme suffisant aujourd'hui. Mais évidemment,
vous pouvez comprendre que nous n'avons pas une pratique assez longue de ce type de procédure et que donc il y a des insuffisances qu'il va falloir compenser. Et le but de ce type d'exercice, c'est justement, après avoir débriefé, d'être capable de dire où sont les lacunes et quelles sont les compensations à y apporter. Ce procès fictif s'inscrit dans le vaste programme mondial de lutte contre la criminalité maritime. Il se tient pour la première fois en Côte d'Ivoire avec le soutien des États-Unis et de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. L'objectif est de se préparer à l'éventualité d'un réel procès. Le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme au cœur d'une rencontre internationale à Ouagadougou, au Burkina Faso. Un rôle important qui peut se matérialiser à travers une bonne collaboration entre presse, gouvernement et forces armées. Sidonie Davila, envoyée spéciale au Burkina Faso. La plume et le micro peuvent jouer un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Le forum de 48 heures tenu à Ouagadougou donne quelques pistes de solutions. Travailler à la spécialisation des journalistes reporters au traitement de l'information sécuritaire. À l'endroit des gouvernants, faciliter le travail des journalistes en renforçant leurs capacités d'intervention sur le terrain. Après avoir posé les bases d'une action concertée, le Forum de Ouagadougou appelle au renforcement du G5 Sahel, l'UEMOA et la CEDEAO à travers l'appel de Ouagadougou. Note synoptique du Conseil scientifique de l'appel de Ouagadougou, CSAO. Le Conseil scientifique de la paix de Ouagadougou est composé d'hommes et de femmes de compétences riches et complémentaires dont la tâche est de reprendre le flambeau de ce forum et de travailler jour et nuit pour sortir des solutions durables aux problèmes que nous vivons. À la cérémonie qui a clos les travaux du forum, le Burkina Faso s'est réjoui de la tenue de cet événement qui se tient au moment où l'insécurité est encore d'actualité dans la sous-région. C'est une évidence, mais également un impératif pour les Africains de trouver eux-mêmes des solutions endogènes aux problèmes africains avec l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers. Notre patronage de ce forum témoigne, si besoin est, de l'engagement des gouvernements du G5 Sahel à apporter le soutien nécessaire aux médias pour mieux bénéficier de leur apport dans la lutte contre le terrorisme. Ça nous a mis sur une rampe de lancement et nous sommes obligés maintenant d'aller encore plus haut, on ne peut plus redescendre. Je peux dire que je suis satisfait. Ce forum qui interpelle les médias sur leur rôle et leurs responsabilités a vu la participation d'éminentes personnalités telles que le président du Burkina Faso, la diplomate Aïchatou Mendaoudou et l'ancien premier ministre du Mali, Boubèye Maïga. Retour en Côte d'Ivoire pour parler politique avec tout d'abord le point de presse du bureau de la jeunesse du RHDP. D'Ascenson s'est prononcé sur l'actualité sociopolitique du pays. Il a également fait le point des tournées engagées par ce bureau dont il est le président. Herman Guivet. Un point de presse de la jeunesse du RHDP pour se prononcer sur l'évolution de l'actualité sociopolitique, mais également pour faire le point de ses activités depuis le dernier congrès du parti. Des activités meublées par une série de tournées dans certaines régions du pays. La tournée dans la Bagoué pour échanger véritablement avec la base, avec les populations. Et on peut noter que le président Alassane Ouattara demeure le seul centre d'intérêt des membres du RHDP et aucun d'entre eux n'a envie de prendre un chemin autre que celui du président Alassane Ouattara. La jeunesse veut encore du président Alassane Ouattara. La jeunesse veut Alassane. Moi, je vous demande de suivre toute l'actualité politique et de prendre votre position qui est la meilleure. Et la meilleure aujourd'hui, c'est la voie du RHDP. Nous avons la chance avec le président Alassane Ouattara et nous n'avons pas le droit de perdre un seul aspect de ce que la gouvernance du président Alassane Ouattara peut nous procurer. Occasion pour D'Ascenson, le président du Rassemblement des jeunes oufouettistes pour la démocratie et la paix, d'appeler la classe politique ivoirienne à la responsabilité en évitant tout propos, analyse ou action qui pourrait perturber la paix en Côte d'Ivoire. Ces esprits de division, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent de diviser les Ivoiriens.
Occasion pour la plateforme des jeunes du RHDP de faire part de leur position quant à la tenue de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en Côte d'Ivoire. La tenue de cette Assemblée parlementaire en Côte d'Ivoire, un vœu cher à la jeunesse, selon Dongo Joël, porte-parole de l'UJRHDP, car cette jeunesse se fera représenter à ce rendez-vous des parlementaires francophones à travers le Parlement des jeunes. Autre conférence de presse, cette fois du mouvement Action Santé Sociale RHDP, une association qui se donne pour mission d'accompagner le gouvernement ivoirien dans son programme social, de mener des actions sur le terrain en termes de santé et de bien-être des Ivoiriens. Ahmed Traoré et Kolo Koulibaly. L'objectif principal du mouvement Action Santé Sociale RHDP est de mobiliser toutes les ressources humaines intervenant dans le domaine de la santé et du social. Également, accompagner le programme social du gouvernement. Information donnée lors de la présentation de ce mouvement politique. Dans les jours à venir, nous allons procéder aux activités suivantes. La première des choses sera le lancement officiel de notre mouvement. Et cela se fera dans la commune d'Abobo. Nous mobiliserons les acteurs de la santé et du social et procéderons à l'implantation du mouvement sur tout l'ensemble du territoire. Ensuite, nous organiserons des caravanes de soins curatifs et préventifs au bénéfice des populations à travers toute la Côte d'Ivoire. Et enfin, nous allons mettre en place un observatoire social pour aider à la mise en œuvre de mesures correctives aux écarts constatés et rapportés dans la mise en œuvre du programme social. Le mouvement Action Santé Sociale RHDP dénommé ASRHDP est né le 18 mai 2019. Selon ses initiateurs, essentiellement composés des hommes de santé, toutes les populations sans discrimination bénéficieront des actions du mouvement. La situation sociopolitique ivoirienne et les perspectives des droits de l'homme, l'ONG Biennale panafricaine des droits humains et de l'humanitaire en parle. Il est question pour ces activistes de sensibiliser pour arriver à des élections apaisées. Aboulaye Koné. Face à l'exacerbation de la violence verbale en Côte d'Ivoire et à l'approche des joutes électorales de 2020, l'organisation non gouvernementale Biennale panafricaine sensibilise. Pour elle, la problématique des droits de l'homme doit être au cœur des prochaines élections et du débat politique en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus que, à l'occasion des élections, des Ivoiriens meurent par milliers et qu'il y ait des orphelins, des veufs, des veuves, des déplacés, des réfugiés. Donc pour la Biennale panafricaine, il s'agit en 2020 de mettre les droits de l'homme au premier plan de l'agenda national. Selon l'organisation, démocratie rime avec compétition électorale, mais surtout avec la fête de la liberté. Elle suggère un pacte national qui aura pour objectif principal de sauver des vies humaines. Ces deux rencontres ont été suivies au village de la Cannes, initié par la RTI au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est un espace ouvert du 21 juin au 19 juillet prochain pour tous les amoureux du ballon rond. Des grillades, des stands pour se rafraîchir et des émotions. Le tout dans une ambiance conviviale. C'est l'ambiance qui a prévalu dans le village Cannes de la radiodiffusion télévision ivoirienne pour cette première sortie des éléphants dans cette compétition. Un village installé pour la circonstance au cœur de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. On m'avait dit, je voulais venir voir et je vois que c'est vraiment intéressant. Et c'est une innovation et on dit bravo à la RTP. Je trouve que c'est une bonne initiative parce que ça permet à tous les étudiants qui ont fini les cours un peu tôt, mais qui ne pouvaient pas aller suivre le match à la maison, mais de regarder ici. Et puis bon, comme c'est la fête de la jeunesse, le campus ici c'est les jeunes, donc c'est une bonne initiative. On dit merci à la RTI d'avoir organisé le village de la Cannes pour que les jeunes puissent venir, oui, regarder le match ici, oui, pour ambiancer. Ici, les téléspectateurs vivent l'ambiance de la Cannes comme s'ils étaient en Égypte. Merci beaucoup à la RTI
Merci à son directeur général, à son PCA, au directeur marketing, à toute l'équipe de la RTI qui nous permet de vivre véritablement cette ambiance de la Coupe d'Afrique des Nations. Le football réunit les peuples et nous parlons de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et c'est la partition de la RTI pour réunir tous les Ivoiriens autour du football. Et nous voulons dire merci au directeur général du CROU qui nous permet de venir communier avec les étudiants. Du 21 juin au 19 juillet prochain, le village Cannes RTI est ouvert au public. Occasion pour les supporters et les téléspectateurs de partager cette passion du football et pourquoi l'éléphant dans cette compétition continentale. Et voilà, toutes les autres rencontres de cette CAN seront diffusées donc à ce village de la CAN RTI. Le prochain match de la Côte d'Ivoire est pour ce vendredi 28 juin, un match contre le Maroc. Et la dernière affiche de ce jour a été Mauritanie-Mali, 4-1 pour les Aigles du Mali. Demain, mardi, 2 rencontres du groupe F, Cameroun-Guinée-Bissau et Ghana-Bénin qui vous seront bien sûr retransmises sur les antennes de la RTI. Et on referme ce journal avec l'actualité en Mauritanie, le pays qui joue en ce moment sa toute première CAN. L'opposition a lancé ce lundi des appels à manifester pour protester contre la victoire dès le premier tour du candidat du pouvoir suite à l'élection présidentielle de ce week-end. La commission électorale a confirmé le succès de Ould Ghazouani avec un peu plus de 52% des voix. L'intéressé avait lui-même revendiqué la victoire dès la nuit précédente sur la base des résultats de 80% des bureaux de vote. Et voilà, merci à tous de votre attention. On se retrouve demain soir après le football sur RTI 1. Très bonne fin de soirée à tous.